sur Vous et moi, votre émission débat qui parle des faits qui minent la société, des faits de société. Aujourd'hui, nous allons parler des orphelinats. Les orphelinats sont-ils encore des structures qui soutiennent les orphelins et enfants démunis, ou alors c'est juste un moyen pour certains de se faire un peu d'argent? Nous allons essayer de répondre à cette question tout au long de notre débat. Alors, pour en parler avec moi cet après-midi, j'ai Diane Dena, qui était déjà là la semaine dernière et qui est avec nous encore ce samedi. Bon après-midi et bienvenue. Merci Audrey, bon après-midi à toi et à tous les panélistes ainsi qu'à tous les téléspectateurs qui nous regardent cet après-midi. Voilà. J'ai Paul Maël, journaliste, qui est avec nous aussi cet après-midi. Bon après-midi et merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Bon après-midi à tous vos nombreux téléspectateurs. Alors, on a M. Somo, est-ce que je dois encore le présenter? Non, Bon après-midi et bienvenue, non, je ne crois pas que Somo. ce soit plus nécessaire de me présenter. Je fais partie déjà des meubles de la maison et décor, de cette émission, mais je voudrais tout simplement ce matin dédier cette émission à quelqu'un. Oui. Ma fille Muriel. D'accord. Elle comprend, je lui ai promis ça, que j'allais lui dédier une émission spéciale. Elle comprendra. Carrément, dis donc. Elle a de la chance, elle, la Muriel. Ben ouais, c'est terrible. Bon, on va faire un coucou à Muriel, qui est certainement en train de nous regarder. Absolument. Voilà, et à toute votre famille d'ailleurs. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle des orphelinats. Monsieur Somo, on va commencer par définir, pour que tout le monde puisse comprendre, c'est quoi un orphelinat? Bon, en fait, il y a des concepts comme ça dont l'entendement n'échappe à personne, mais pour lesquels il est difficile de décliner une définition qui soit facilement compréhensible de tous. Mais en fait, si vous demandez qu'est-ce qu'un orphelinat à n'importe qui, il vous dit ce qu'il en pense, mais vous dit difficilement ce que c'est. Mais dans tous les cas, dans une société organisée, il se trouve que dans un élan altruiste, n'est-ce pas, dans un élan de mécénat, il devient indispensable à un moment donné de s'occuper de toutes les personnes qui appartiennent à ce, et plus particulièrement des enfants, parce que c'est une tranche de la population qui est extrêmement délicate. L'État, comme les privés, s'arrange à mettre sur pied des structures d'accueil d'enfants qui n'ont plus de personnes pour assurer leur éducation en termes d'affection familiale. Bon, c'est-à-dire ceux qui ont perdu à la fois le père et la mère, leurs parents. Donc, ils sont regroupés dans des structures où ils sont totalement, je dis bien, je précise bien, totalement pris en charge. Et ce sont ces structures qui accueillent des enfants orphelins qui sont appelés des orphelinats. Il y en a sûrement un bon nombre au Cameroun. Et en réalité, l'orphelinat se distingue des structures classiques d'encadrement des enfants, que sont par exemple les écoles et autres formes. Donc, c'est des structures où les enfants vont être assurés de leur scolarité, de leur éducation dans la globalité. Voilà, c'est globalement ce qu'on peut dire du concept d'orphelinat. D'accord, donc le but, si je vous ai bien compris, le but de ces structures-là, c'est de venir en aide aux orphelins. Absolument, il s'agit ici de permettre à des enfants qui n'ont plus de père et de mère de bénéficier des conditions optimales d'encadrement au niveau de leur éducation, au niveau de la préparation de leur avenir. Voilà globalement de quoi il s'agit. Oui. Maintenant, on constate aujourd'hui qu'il y a des orphelinats qui poussent un peu de partout. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce qui explique cette prolifération-là? Aujourd'hui, il est difficile de faire 500 mètres sans tomber sur un orphelinat, un peu comme les églises réveillées, on en parlait dernièrement. Donc, qu'est-ce qui explique cette prolifération? Il faut bien comprendre que ça répond à un besoin. Au Cameroun, par exemple, en Afrique, d'abord, on a 59 millions d'orphelins. Et au Cameroun, on a un peu plus de 1 203 918 orphelins, rien que répertoriés au Cameroun. Donc, si on veut pouvoir encadrer cette couche de la population-là, il faut bien des structures qui puissent accueillir ces personnes. Parce que normalement, c'est l'État, c'est le devoir du ministère des Affaires sociales, justement, qui est chargé d'encadrer cette catégorie de la population. Mais parfois, ils ne font pas tout seul, et donc des personnes de bonne volonté décident donc de mettre sur pied des associations sous forme d'orphelinat où elles accueillent des personnes. Donc moi, pour répondre à ta question, Audrey, c'est que c'est une réponse aux besoins à ces nombreux orphelins-là qui constituent la population camerounaise qui n'ont pas d'encadrement. Et c'est la raison pour laquelle donc, des personnes comme ça organisent un cadre où elles pourront accueillir ces enfants et leur offrir justement le droit à l'éducation, le droit à la santé et le droit également à vivre comme tous les autres êtres humains, exactement comme tous les autres enfants qui ont
sont leur père et leur mère. Paul Manel, je voudrais avoir l'avis de Paul Manel sur la même question. Hein. Qu'est-ce qui explique cette prolifération des orphelinats aujourd'hui dans notre pays, dans notre cité, dans notre pays même carrément? Moi, je réponds de façon simple. Je pense que s'il y a beaucoup d'orphelinats, c'est qu'il y a beaucoup d'orphelins encadrés. Et je pense effectivement qu'on ne peut pas aujourd'hui attendre que l'État du Cameroun, à travers le ministère des Affaires sociales, puisse prendre en charge tous les cas désespérés, parce qu'il y en a beaucoup trop. Vous voyez même qu'il y en a beaucoup plus que les orphelinats ne peuvent en accueillir, parce que vous vous rendez compte qu'il y a encore des enfants aujourd'hui qui sont dans la rue. Moi, je roulais hier avec des amis, on a vu des enfants qui dormaient dans la rue alors qu'il était en train de pleuvoir. Ça veut dire qu'il y a effectivement une demande. Maintenant, ce qui me choque, ce n'est peut-être pas le thème que je vais utiliser, mais ce qui me pose un problème, c'est effectivement ce qu'elle évoquait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas très bien la réglementation en vigueur en matière d'orphelinat, et on n'a pas l'impression que le ministère des Affaires sociales régule effectivement, et c'est ce qui, j'espère qu'on va arriver à cette partie du débat, ce qui peut causer effectivement aujourd'hui le fait que non seulement il y ait prolifération, mais qu'il y ait aussi un semblant de désordre et que ça puisse, à certains moments, devenir une sorte de business. De nos jours, qui peut prétendre ouvrir un orphelinat? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des clauses, des conditions, ou alors c'est n'importe qui peut le faire? Non, c'est absolument réglementé, comme d'ailleurs tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que l'ouverture d'un orphelinat est soumise à toute une réglementation, à une paperasse, un ensemble d'autorisations préalables, des conditions préalables. Notamment, il faut que cela commence par un arrêté de création, et ensuite par un arrêté, une décision d'ouverture. Et ceci, dans un premier temps, il faudrait que la structure ait l'infrastructure nécessaire pour cela. Et maintenant, en deuxième temps, il faudrait qu'on s'assure que la structure a au niveau humain un certain nombre un potentiel de ressources humaines, le potentiel en termes de ressources humaines nécessaires. Parce qu'il s'agit ici de confier à des personnes l'avenir des enfants. Et pour cela, il faudrait des compétences précises pour cet encadrement. C'est pourquoi, en réalité, l'État a prévu toute une réglementation pour l'ouverture. Ce n'est pas qu'on se lève 24 matins comme ça, on décide de créer un orphelinat. Voilà. Et déjà, il faut déjà démontrer que le besoin est là, qu'il s'impose. Vous ne pouvez pas dire, OK, je m'en vais quelque part dans une ville, j'ouvre une maison, j'ai dit un orphelinat et je me mets à rechercher quels sont les orphelins. Non, il faudrait, comme Paul l'a dit tout à l'heure, il faudrait que le besoin soit établi dans la localité où l'orphelinat, il faut qu'on voit des enfants qui déambulent parce qu'ils sont des orphelins, il faut qu'on voit des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils sont des orphelins. Là, le besoin est clairement établi. En fonction de ce besoin, donc, on peut avoir une autorisation d'ouverture d'un orphelinat. Voilà. Il y a quand même un bon nombre de règles à respecter. Oui, il y a un certain nombre d'étapes. Un bon matin et puis on décide d'ouvrir son orphelinat. Il faut qu'il y ait un besoin. Tout à fait, le besoin doit être avéré et la réglementation doit être respectée. Tout à fait. Alors, on a un quatrième invité qui nous a rejoint sur ce plateau. Je ne l'ai pas annoncé tout à l'heure, mais bon, elle est là. C'est maman Thérèse, responsable de l'orphelinat à Frade. C'est bien ça? Bon après-midi et bienvenue. Merci beaucoup et bonsoir à tout le monde. Voilà, à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Alors, on parle d'orphelinat, comme vous le savez déjà. Alors, la question que je vais vous poser est celle de savoir quels sont les critères d'admission dans votre orphelinat. Bon, sur quelle base vous acceptez les enfants? Chez nous, à Frade OMC, nous accueillons d'abord les enfants de 0 à 4 ans. Avant, on les prenait à l'informel. Mais depuis que la régularisation du ministère des Affaires sociales s'est mise sur terre à pied par le ministre Madame Marie-Madeleine Fouda, qui fait la continuité de Madame Catherine Bakangbo. Alors, nous les prenons sous critères des affaires sociales. C'est-à-dire, quand on nous présente un cas, nous courons dans les centres sociaux les plus proches. Alors, eux viennent faire leur constat. Avec eux ensemble, nous partons d'abord, il faut les soins médicaux à cet enfant pour voir réellement de quoi il s'agit
Après, enquête police ou gendarmerie le plus proche. Et on admet l'enfant chez nous. On prend les soins, les premiers soins que vous connaissez. Un enfant qui est abandonné a d'abord faim, sale. Donc il faut d'abord laver cet enfant, le changer, le mettre, le faire vivre, le faire savoir qu'il n'est pas rejeté de la nation, qu'il est vraiment chez lui. Et il mange avec les autres enfants, qu'il accueille. Il est un enfant comme les autres. Oui, dans les bonnes conditions. Et maintenant, les démarches des affaires sociales ne s'arrêtent pas là, ni nos démarches. Parce qu'il faut réellement qu'on sache que cet enfant est un enfant orphelin, ou bien un enfant de la rue, ou bien un enfant dans la rue. Donc il faut qu'on sache tous ces critères avant maintenant qu'on engage encore les autres procédures. Alors, quelles sont vos sources de subsistance? Comment faites-vous pour faire vivre votre orphelinat? Notre orphelinat, réellement, nous avons quelques chaises que vous-même vous connaissez. Parce que STV, ce n'est pas la première fois. Vous venez souvent nous donner quand même les dons. Et on vous dit toujours que ne louez pas les chaises. Nous avons des chaises. Bon, et on fait quelques chants. Bon, mais dans la logique, notre centre, c'est la créateur de Dieu lui-même. Le superviseur, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, il touche les cœurs, même de ceux qui ne veulent pas nous voir, de nous voir. D'où nous avons les dons qui nous viennent de tous les côtés. Et qui fait vivre ces enfants comme les enfants normaux. Il se raconte, Paul Maël, Diane Denay, M. Somo, il se raconte, je suppose que vous avez déjà entendu parler de ça, que certains responsables d'orphelinats se livrent au trafic d'enfants. Ce n'est pas la première fois que vous entendez ça quand même. C'est une pratique, comment dire ça, c'est une pratique récurrente dans les orphelinats. Alors, est-ce que vous avez déjà été sollicité dans ce sens, Maman Thérèse? En tout cas, moi, ce qui concerne la vente des enfants, je ne sais pas si on peut vendre un être humain. Parce que Dieu qui nous a créés, il ne nous a pas vendus. Alors moi, j'entends parler de ça, mais je ne peux pas vous dire que oui ou non. Parce que je n'ai jamais assisté. Et chez moi-même, je n'ai jamais eu les cas comme ça. Parce que même les femmes qui viennent, qui n'ont pas d'enfants, quand une femme passe chez nous, on lui dit que mets-toi dans la prière. Pourquoi Dieu ne peut pas te donner tes propres enfants? Si tu as avorté par ignorance, rabaisse-toi et demande sincèrement pardon à Dieu. Il va t'aider. Beaucoup sont venus me remercier avec les bébés en main. Alors vraiment, moi, ce genre, je ne connais pas. Mais il y a certains qui le font quand Je même. ne sais pas, maman, je ne peux pas témoigner. Il y a certains qui le font. Non, je ne peux pas témoigner parce que c'est les avocats qui parlent ce qu'ils ne connaissent pas. D'accord. Alors, bon, c'est quand même, on a déjà, c'est une pratique quand même, comme je l'ai dit, fréquente dans les orphelinats. On ne va pas le nier, même si vous ne le faites pas, il y en a qui le font. Tout ceci nous amène quand même à nous demander, Paul Maël, si certains, justement, ne le font pas, c'est-à-dire que nous, ne décident pas d'ouvrir des orphelinats juste pour se faire un peu d'argent. Oui, oui. Est-ce que c'est vraiment par élan de cœur, parce qu'on veut soutenir, on veut aider vraiment ces enfants-là? Non, 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 je ne pense pas. Enfin, je vais pas jeter l'anathème sur tout le monde. Je pense qu'il y a forcément déjà, moi j'ai déjà rencontré des gens qui tiennent des orphelinats, qui sont des personnes qui sont dévouées à la cause des enfants et qui s'en occupent très bien. Je me souviens, il y a quelques années, j'accompagnais une association qui s'appelle Women of Africa, qui allait donner justement des dons, qui allait faire des dons autant pour moi, dans un orphelinat à Village. Et on a trouvé un homme qui avait abandonné son boulot, qui avait abandonné, sa femme était partie, il avait abandonné parce qu'il avait décidé de s'occuper des enfants. Oui. Et il a construit un cadre pour ces enfants-là. Il est vrai qu'on avait effectivement observé que le cadre n'était pas propice d'un point de vue infrastructurel à l'encadrement des enfants, mais au moins il avait la volonté, il avait le dévouement pour ce qu'il faisait. Il y a des gens comme ça. Malheureusement, il y a d'autres personnes qui se lancent dans ce business, appelons-le clairement comme ça, pour des raisons essentiellement mercantilistes. Il y a des trafics d'enfants, ça c'est des cas. Moi je me rappelle à l'époque, j'étais encore rédacteur en chef de Canal 2 International. On a eu plusieurs cas comme ça, des enfants qui étaient censés être dans des orphelinats qui disparaissaient. Et on découvrait en fait qu'ils faisaient partie d'un réseau d'orphelinats. Il y en a qui deviennent après, que les responsables d'orphelinats envoient après se prostituer pour ce qui est des filles, deviennent des macros. Donc il y a effectivement ce gros problème. C'est de là
qu'on constate effectivement qu'il y a une absence réelle de régulation au niveau du ministère en charge des Affaires sociales. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. D'abord, on ne pourra pas, si vous allez au MINAS aujourd'hui ou à la délégation ici, on ne pourra pas vous recenser le nombre d'orphelinats exact. Au Cameroun, dans la seule ville de Douala par exemple, vous dire que dans tel orphelinat, il y a tel nombre d'enfants qui sont encadrés, ceci, il n'y a aucun véritable contrôle là-dessus et c'est ça qui pose problème. Donc du coup, parce que, je vais être un peu long, pour aller dans la genèse, les orphelinats au départ, c'était une affaire des missionnaires, c'est les sœurs et les églises qui recueillaient les enfants abandonnés, les orphelins, parce que l'église a les moyens de s'occuper de ça, a des infrastructures et la dîme du dimanche permet effectivement de s'occuper de ça. Aujourd'hui, les particuliers se sont lancés là-dedans sans avoir de moyens et attendent justement de vivre. Madame parlait tout à l'heure des champs qu'elles ont et des chaises qu'elles ont allouées. Mais il y a d'autres orphelinats qui n'ont rien du tout, qui n'espèrent avoir comme ressources que les dons et les legs que les personnes vont apporter. Or, il n'y en a pas tous les jours. Du coup, quand ça vient, parfois, le promoteur de l'orphelinat pense d'abord à lui avant de penser aux orphelins dont il a la charge. Oui. Sur la même question, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dérives qui sont recensées parce que au niveau du ministère des Affaires sociales, on donne uniquement le chiffre total des orphelins au Cameroun. Comme je l'ai dit au début de l'émission, on a plus d'1 million d'orphelins au Cameroun, mais comme Poumayo le disait, par centre, c'est pas répertorié en fait parce que les orphelinats très souvent sont regroupés sous forme d'associations et dont l'objet est création est orphelinat. Oui. Donc du coup, parfois, on sait très bien comment se délivrent les agréments pour les associations au Cameroun. Et après ça, il n'y a pas une véritable mission de descente sur le terrain de contrôle avant de délivrer l'agrément pour l'ouverture de l'orphelinat. Deuxième chose encore, on ne vérifie pas que si la maman disait, par exemple, on doit faire des soins et autres, on ne vérifie pas que peut-être cet orphelinat travaille avec tel dispensaire ou alors tel cabinet qui puisse prendre en charge justement ces enfants-là et vérifier si effectivement ils sont en bonne santé. L'autre troisième dérive, en fait, c'est que dans ces orphelinats-là, parfois, il n'y a pas de contrôle du tout, peut-être comme dans le cas de l'orphelinat de la FRAT, voilà. Et du coup, tous les enfants sont mis ensemble et parfois les maladies également se transmettent les uns aux autres. Et après ça devient finalement comme un champ dans lequel c'est un champ de contamination et après ça, ce n'est plus une mission de protection des enfants, c'est une mission plutôt on va dire une mission suicide carrément d'un groupe d'enfants parce que les enfants, ils jouent ensemble et après ça, on constate toutes les dérives. Et pour revenir à la quatrième dérive par contre, sur le trafic, surtout beaucoup plus au trafic sexuel pour les jeunes filles. Très souvent, ça se fait au niveau de nos frontières, par exemple. C'est pour ces raisons qu'au Gabon, par exemple, vous allez vous rendre compte que vous allez dans beaucoup de ménages, on a beaucoup de jeunes filles à moins de 15 ans qui sont là-bas, qui travaillent dans les maisons, elles travaillent comme domestiques, mais en même temps, elles sont esclaves sexuelles. Et les provinces au Cameroun qui ont justement, ça c'est l'étude même du ministère des Affaires sociales, des provinces au Cameroun qui sont justement les plus favorables à ce type de trafic-là, on a la province la région, pardon. Merci. Oui. Je ne suis pas encore arrivée, comme si ça changeait quelque chose dans tous les cas. Merci. On a la région du Nord, par exemple, on a le centre, on a la région de l'Est également, qui sont très livrés à ce type de pratiques-là. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des régions qui sont carrément les régions limitrophes du Cameroun, qui sont situées aux frontières du Cameroun. Et du coup, on exporte les enfants au nord également, ceux qui vont au Tchad une fois. Donc, véritablement, c'est pour ces raisons que c'est important. C'est vrai, dernièrement, on a la ministre des Affaires sociales descendue à Douala pour dire qu'elle lance un fonds de solidarité pour pouvoir pallier à ce problème-là. Mais on revient à la même chose, en fait, c'est que ce soit les tenanciers des centres sociaux qui n'ont pas de moyens pour subvenir, comme Maëlle le disait tout à l'heure, pour subvenir aux besoins, le ministère des Affaires sociales, de la même façon également, constate qu'ils ont une lacune, ne peuvent pas répondre à ce besoin-là. Ils font maintenant appel à d'autres personnes pour subvenir, alors qu'en principe, ce sont les devoirs régaliens de l'État de le faire. Bien sûr. Alors, maman Thérèse voudrait intervenir? Oui, parce que dans la logique, à toute chose, la science se développe. Les affaires sociales qu'on a connues hier, ce n'est pas ça aujourd'hui encore. Alors nous ne devons pas toujours rester dans la routine. Essayons de sortir. C'est vrai, il y a les critères pour ouvrir les orphelinats. Bon. Et il y a les gens de bonne volonté, il y a les gens assoiffés. Ça, c'est partout, même dans les églises. Vous ne pouvez pas me démentir. Ce qui se passe
actuellement, Madame le ministre est en train d'effectuer un grand travail, un très grand travail. Par exemple, ici à Douala, nous sommes plus de presque 30 orphelinats. Bon. Mais actuellement, elle travaille avec 5 orphelinats d'abord. C'est avec les 5 orphelinats d'abord qu'on va travailler pendant 100 jours pour voir l'évolution et de ce que les gens nous critiquent. Si après ça, il y aura encore tant nombre de critiques, là c'est autre chose. Mais vraiment, on dit en patois, malade gémit doucement, le malin aussi a le corps. Alors, maman Thérèse, qu'est-ce que vous faites des dons, des dons que vous recevez? Est-ce que ces dons-là sont utilisés vraiment, véritablement au profit de ces enfants-là? Ou alors... Par exemple, chez nous, si les dons n'étaient pas, surtout pour ces enfants, je pense que vous-même, vous connaissez les cas que nous recevons. On allait avoir les décès du jour au jour. Mais quand vous venez aujourd'hui, vous trouvez un enfant, par exemple, les orphelins que vous avez, les 2 jumeaux que vous avez trouvés dernièrement. Si vous venez aujourd'hui, vous les voir, vous aurez envie de les recevoir, de les embrasser. Ça veut dire que on utilise ça dans les bonnes conditions. C'est vous qui le dites. Hein. Je pose la question parce que j'ai eu le témoignage d'une dame cette semaine qui me disait, qui fait partie d'une association, et qui me disait... Elle travaille, son association travaille avec un orphelinat, je ne vais pas citer l'orphelinat ici, mais à chaque fois, chaque année, on fait des dons. Mais à chaque fois, quand on repart dans cet orphelinat, on trouve que les enfants sont pareils. Je veux dire, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Et puis, c'est décourageant à la fin, parce qu'elle se demande véritablement si les dons sont véritablement utilisés au profit des enfants, ou alors les dons prennent d'autres directions. Non, ce que je veux dire, Audrey, c'est que je pense qu'il y a un problème d'encadrement. On peut effectivement arriver et retrouver que les dons sont effectivement utilisés pour les enfants, mais il y a un problème d'encadrement à la base. Je veux dire que moi, je suis allé dans un orphelinat, comme je vous le disais tout à l'heure, où un monsieur a construit un bâtiment qui avait plus de rez-de-chaussée 2 niveaux. Oui. Et effectivement, il y a d'abord le premier problème, c'est le problème de la promiscuité, le problème de l'encadrement. C'est-à-dire, il avait une trentaine d'enfants à encadrer et il était seul avec une dame qui s'occupait du ménage et une autre dame qui s'occupait de la cuisine. Donc, les 2 dames qui s'occupaient de la cuisine n'étaient pas à demeure. Donc, celle du ménage et celle de la cuisine, elles arrivent, elles travaillent et elles partent. Donc, en fait, à partir du soir, il est le seul à être en charge des enfants. Donc, les dons peuvent effectivement être destinés aux enfants, mais au niveau de l'encadrement, si vous laissez une chemise à un enfant aujourd'hui et qu'il est dans un quartier difficile et qu'il joue dans la boue, il y a de fortes chances que vous reveniez 2 semaines après qu'il n'ait plus de chemise du tout, alors qu'il ait une chemise en très mauvais état. Donc il y a un problème d'encadrement de ces enfants et d'encadrement de ces structures. C'est pourquoi l'objectif, normalement, moi, quand il y a un problème d'encadrement, ça revient à dire que ces enfants sont mal encadrés, c'est ça? Oui, dans la plupart. C'est de la faute de qui? C'est-à-dire qui devrait suivre leur encadrement? Alors, l'encadrement devrait d'abord venir au niveau, M. Somo parlait tout à l'heure des conditions d'ouverture d'un orphelinat. C'est-à-dire qu'avant que vous n'ouvriez un orphelinat, les autorités du ministère devraient venir voir le cadre dans lequel vous voulez héberger ces enfants et être sûr que vous avez la capacité d'accueillir le nombre d'enfants que vous avez. Parce qu'il y a aussi ce problème. Vous trouvez des enfants qui dorment, qui sont 50, dans une pièce où il devrait être une dizaine. Il y a ce problème d'encadrement-là. Donc je pense qu'il y a ce problème de suivi aujourd'hui. Et aussi, le fait que ce soit devenu un business, malheureusement, fait que les gens prennent beaucoup plus d'enfants en espérant avoir justement beaucoup plus de dons et de legs et en espérant que les subventions qui vont arriver parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Du coup, on ne fait pas fi du cadre dans lequel on s'occupe des enfants. Il y a cet ensemble de choses qu'il me semble important de prendre en compte. Monsieur Somo, il n'a pas dit un mot depuis tout à l'heure. Hein. Oui, en fait, non, c'est que ce qui se dit jusqu'à présent, je partage la plupart des avis qui sont développés. Je vais tout simplement rajouter que l'État, en réalité, a les moyens de donner à tout le monde, y compris aux enfants orphelins, a les moyens de les mettre dans des conditions, j'allais dire, optimales pour leur éducation. Mais il faudrait voir ce qui se passe ailleurs, dans des nations plus développées. En fait, c'est que on regroupe les orphelins
à un endroit précis. Lorsqu'on les localise, on les regroupe à un endroit précis et on lance comme un appel d'offres auprès de quelqu'un qui voudrait prendre en charge l'encadrement de ces orphelins dans le cadre d'une structure. Et du coup, donc, quelqu'un vient et les prend en charge et l'État suit donc le traitement qui y est fait et accompagne le traitement d'un certain nombre d'apports au plan financier et matériel pour que ces enfants soient bien encadrés et bien suivis. Alors, le problème ici chez nous, c'est à quel moment est-ce qu'un orphelinat se crée? Quelles sont les intentions qu'il y a derrière celui qui crée l'orphelinat? La création d'un orphelinat devrait d'abord être liée à une révélation, à une vocation, à un besoin réel exprimé par un individu de s'occuper des enfants qui sont en situation délicate. Il faut d'abord aimer les enfants, hein, maman Thérèse. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'en réalité, vous voyez, derrière les créateurs de ces orphelinats, vous voyez des personnes en réalité qui n'ont aucune vocation, aucune formation nécessaire pour le faire. On ne peut pas autrement dire qu'il y a quelque part un intérêt, parce qu'en réalité, les gens disent, maintenant que je n'ai rien à faire, alors je me cache derrière un orphelinat que je crée un orphelinat, je vais donc vers des ONG nationales ou internationales qui m'apportent X ou Y choses, et c'est pourquoi certains orphelinats naissent le lundi. Dès que les financements sont arrivés, le mardi, on n'en parle plus parce que le propriétaire, il a pris tout ce qu'il a pris et il a taillé. Cette situation fait qu'en réalité, on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est d'abord et avant tout un business. Bon, alors, où vont ces dons? Où vont tout cela? Eh bien, personnellement, je pense que tant que l'on ne va pas réglementer, non pas la création des orphelinats, mais les financements et l'organisation même de ces orphelinats, vous n'empêcherez pas à des personnes, hein, je m'excuse auprès de maman, quel que soit l'amour qu'elle a pour un enfant, je me demande quand elle a un excédent au niveau des dons qu'elle reçoit, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle va mettre dans un grenier sûrement, mais dans le grenier, ça peut se gâter là-dedans. Qu'est-ce qu'elle en fait? Est-ce que tout ce qu'elle reçoit sont utilisés et elle vit elle-même en tant que personne, elle vit de quoi? Elle vit comment? Il faut que des personnes qui soient dans des orphelinats vivent de l'activité qu'ils mènent dans les orphelinats. C'est pourquoi ça doit être des gens recrutés. C'est-à-dire qu'on recrute des personnes qui viennent s'occuper de l'encadrement de ces enfants. Or, vous savez, une maman comme elle, malgré tout l'amour qu'elle peut avoir, je ne vois pas en elle la possession de tous les moyens intellectuels, psychologiques nécessaires pour donner à ces enfants l'encadrement dont ils ont besoin. Mais en réalité, les orphelinats ne sont pas des maisons où les enfants doivent y séjourner pendant longtemps. C'est des postes de transit pour la réinsertion ultérieure des enfants. On récupère un orphelin, on essaie de lui donner un cadre de vie, le temps de trouver une possibilité de réinsertion de cet enfant. Or, qu'est-ce qui se passe? On garde les enfants le plus longtemps possible parce qu'en réalité, ils sont la source de revenus. C'est pourquoi orphelinat et business sont, à mon sens, aujourd'hui dans notre pays, c'est des choses indissociables. C'est des businessmen tout simplement, c'est des commerçants qui utilisent... Et c'est extrêmement dangereux. Oui, dangereux surtout pour nos enfants. Maman Thérèse. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit là maintenant que la vocation est difficile. Je pense que j'ai dit ça, même dans l'église. Mais ce n'est pas ça pour tout le monde. Une comme moi. Moi, je suis orpheline. De père, de mère, de frère, de sœur, de tante, d'oncle, etc. C'est la mission. Vous êtes seul au monde? Comme je suis, va faire le tour. Plus de famille. Même pas un grand-père ou une grand-mère. Oui, c'est vrai, la famille africaine ne finit pas. Ça, c'est autre chose. Mais je ne peux pas te dire qu'allons chez moi, parce que je ne connais pas la route. C'est la mission catholique qui a aidé ma grand-mère à être ce que je suis maintenant. Et j'ai passé des paroisses en paroisse. À l'époque, on appelait, ou c'est les Sixas qu'on appelait là. Donc, ce sont ces femmes-là
qui aidaient ma grand-mère à m'élever. Et les enfants de là que moi je disais que ce sont mes frères et sœurs, c'est à la mort de ma grand-mère que j'ai su que j'étais unique. Je suis quittée à Douala seule. On a enterré ma grand-mère, je dormais seule. Donc quand ma grand-mère a donné 11 enfants, sur les 11, c'est la 11e qui m'a laissée seule. Elle est partie avec son enfant qui devait me suivre. Donc quand on me présente un cas, c'est pour ça que quand vous allez regarder dans tout Douala, notre orphelinat est le dernier des orphelinats, mais le plus riche. Le dernier, mais il se dit que vous recevez beaucoup de dons. Hein. Attends-moi. Oui. Je vous attends, Maman Thérèse. Notre orphelinat est le plus dernier orphelinat de Douala, mais le plus riche en miséricorde. C'est pour ça que j'ai bien dit que le fondateur, c'est Dieu. Parce que je ne sais pas pourquoi il m'a choisi pour me placer là. Une nu va pied comme moi, mais il m'a mis là. Et c'est lui qui touche les cœurs de qui ils veulent qu'ils viennent. Beaucoup de gens passent devant notre barrière, ils ne voient pas la plaque. Le jour que le Seigneur te touche le cœur, tu vois la plaque, tu entres, tu fais ton geste. Et chez nous, les dons qui viennent chez nous, avant, nous, on encadrait le 3e âge, les handicapés. Donc, quand on nous a dit de cibler rien que sur les orphelins, je les ai demandé que et les 3e âge qui sont là, si mes parents vivaient, j'allais les abandonner brusquement parce que je ne dois pas m'occuper du 3e âge. On m'a dit de ne plus recruter, que seul le nombre là. Si quelqu'un part, on élimine. C'est juste cela qu'on continue avec. Pour les handicapés, je peux aider un enfant comme ça, mais on ne continue plus avec les handicapés. Et moi, chaque fois, comme la rentrée scolaire s'y vient, c'est parce que j'étais occupée avec l'arrivée du ministre et avec tout ce qu'il fallait faire, les séminaires et tout consort, on finissait à 1h. Normalement, c'est que demain dimanche, le délégué régional départemental vienne, comment nous on fait le paquet minimum pour nos enfants qu'on encadre dehors. Et chaque fois, on n'attend pas les occasions. Chaque fois, par exemple, si on reçoit les sacs de riz, au lieu de laisser les sacs de riz pourrir et que nous disons qu'on encadre tel enfant dans telle maison ou dans telle maison, on préfère les donner ce riz et aider les autres, le 3e âge, les donner aussi, que de laisser les choses pourrir. Essayez de faire dans le monde le tour. Nous, on ne connaît même pas le commerce. Une comme moi, je ne connais même pas compter l'argent. Tu me donnes beaucoup d'argent, je m'embrouille. Oui, maman, soyons sincères. Oui, on vous a écouté, hein. C'est bien que vous soyez comme ça. C'est même très bien, hein. C'est dommage vous que me donnez beaucoup d'argent, je m'embrouille. Donc donnez-moi l'argent qui me suffit pour mes enfants et moi. Mais je vous dis que la chèvre broute là où c'est attaché. Vous ne pouvez pas nous dire qu'on enlève les sels, on boit les urines, et vous nous dites que quand on donne du pain aux enfants, nous n'avons pas le droit de manger ce pain. Non, monsieur, c'est faux. Voilà. Oui, maman, exactement. Non, c'est très faux. Exactement, maman. Je ne suis pas. Au moi, contraire. Par exemple, je suis dans votre logique, hein, c'est-à-dire que je suis dans votre démarche. Ma pensée, c'est qu'en réalité, des personnes qui travaillent dans des orphelinats doivent vivre de ce travail d'orphelinat. C'est-à-dire que dans un orphelinat, au-delà de la vocation que vous avez reçue, il faut que des gens viennent là et travaillent à temps plein et soient payés pour le travail qu'ils font. Votre vocation peut faire de vous quelqu'un qui encadre spirituellement un centre. Parce que vous avez vécu une situation particulière par rapport au travail que vous faites. Maintenant, au-delà, il y en a qui, pas seulement des bénévoles, mais des personnes qui arrivent avec vous. Parce que le fait que vous ayez cette situation personnelle que vous transposez dans le cadre de votre activité, cela ne vous donne pas toute la compétence nécessaire pour l'encadrement des enfants. Je dis qu'au-delà de nettoyer un enfant, de le langer, il y a au plan de l'encadrement affectif, de l'encadrement psychologique, de l'encadrement social, il y a beaucoup de choses à faire que vous ne pouvez pas apporter. Il faut qu'il y ait des spécialistes qui arrivent. Parce que des enfants... que Maman Thérèse devrait se faire, en fait. Elle devrait se faire encadrer par des personnes qu'il faille payer pour le faire. Vous devez avoir un psychologue
dans la maison parce que c'est une tranche délicate et difficile. Quand il faut lui parler, il faut savoir comment lui parler. Sinon, au sortir de cet orphelinat, il devient encore plus dangereux pour la société, il ne s'insère pas. Il devrait avoir des médecins, comme on a dit, il devrait avoir des encadreurs sociaux. Toutes ces personnes doivent être payées à partir d'un orphelinat. Mais d'où viendront donc les moyens de les payer? Non, mais je pense aujourd'hui que... S'il vous plaît. Une comme moi, je ne peux pas travailler d'abord seule. Seule, on ne peut pas s'en sortir. Si j'étais seule, je ne pouvais pas être ici à pareille heure. Je pouvais les abandonner à qui? Je travaille avec les gens. Tous ces gens que vous avez cités. Mais dommage qu'eux tous sont bénévoles. Parce que nous n'avons pas de moyens. Et eux-mêmes, quand ils viennent, ils constatent que j'ai la volonté, j'ai le dévouement. Et ce qu'eux apportent comme leur apport, c'est leur sagesse et leur connaissance. Si vous voulez voir mon groupe, dites-moi. Même là maintenant, je te donne le téléphone, tu les appelles. Je ne travaille pas seul. Et n'oubliez pas que le délégué actuel, c'est un psychologue. Nous, délégué régional, c'est un psychologue. Alors, je ne travaille pas au-delà des affaires sociales. Je suis toujours et toujours avec eux. Quand ça ne va pas, je cours auprès d'eux pour qu'ils me guident quelle porte je dois cogner. Donc, je ne travaille pas seul. Je voulais réagir sur les deux choses. D'abord, moi, je suis totalement d'accord avec la dame. Et M. Souma a bien fait de le relever. On ne peut pas leur demander de ne pas vivre des dons qui sont offerts à l'orphelinat. C'est complètement insensé. Moi, par exemple, je dors avec les enfants. C'est ça qui m'a fait venir. Je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, je ne suis pas d'accord avec M. Souma quand il dit que l'orphelinat devrait pouvoir payer les personnes qui travaillent là-dedans. Je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'un orphelinat ne peut pas devenir une entreprise. Les gens sont rémunérés dans le cadre d'une entreprise où l'entreprise génère de l'argent et c'est cet argent-là qui permet de supporter des charges. Voilà, l'organisation que je préconiserais, je dis peut-être des bêtises, mais l'organisation que je préconiserais, c'est que le ministère mette en place un dispositif, pas un budget forcément, mais un dispositif. Madame a révélé tout à l'heure que le délégué est psychologue, ce qui est une bonne chose. On peut dire au délégué, ou alors à d'autres psychologues qui sont là, qui sont des fonctionnaires, qui sont dans la fonction publique, parce que bon, les fonctionnaires, ils ne foutent pas grand-chose. Ils font rien, voilà, exactement. Il faut quand même le reconnaître, ils ne foutent pas grand-chose. C'est bon, c'est pas le débat. On peut décider, et c'est là où je parle toujours, je reviens sur l'organisation à la base, c'est-à-dire qu'on pouvait décider que désormais, il y a des fonctionnaires. Ça se passe dans la justice, par exemple. Il y a des avocats qui sont commis d'office, qui ne sont pas des fonctionnaires. Mais la justice vous impose qu'on peut vous désigner pour aller défendre Tatampion sans être payé. Il y a des avocats commis d'office. On peut le faire pour des psychologues, pour les médecins, et dire tel médecin doit faire la ronde de 5 orphelinats une fois par semaine pour voir l'état des enfants. Tel psychologue doit aller voir ceci. Et c'est cet encadrement-là qui n'est pas fait. Mais je voudrais revenir sur quelque chose de très important. Parce que tout à l'heure, depuis le début de l'émission, on est en train de parler des businessmen en parlant essentiellement des encadreurs des orphelinats. Quoi qu'on dise, c'est des gens qui font un travail formidable. Parce que même si vous y allez pour le business, vous occupez des enfants, je peux vous dire, Audrey, c'est quelque chose de relativement compliqué. Regardez les enfants que vous avez d'abord. Ils sont pas maltraités. Oui, regardez d'abord les enfants que vous avez chez vous. Vous en occupez, vous en avez. Aujourd'hui, on n'en fait plus beaucoup, on en a 2 ou 3. Mais les 2 ou 3, c'est déjà compliqué à gérer. Quand vous en avez une quinzaine ou une vingtaine, c'est compliqué. Donc, quoi qu'on dise, ils font quand même du taf. Mais de l'autre côté, regardez les personnes qui donnent les dons. Moi, il y a un truc qui m'a marqué quand j'étais encore, je travaillais sur une télé à côté. Vous voyez quelqu'un qui vient dans un orphelinat faire des dons de 200 000. Il vient avec 2 chaînes de télé pour faire un public reportage. Le public reportage lui coûte 500 000. Donc, il dépense 500 000 pour qu'on le voit faire des dons de 200 000 alors qu'il aurait pu mettre une cagnotte de 750 000 pour encadrer des enfants. Donc, ce n'est pas qu'un business pour les encadreurs des orphelinats, c'est aussi un business pour ceux-là qui font des dons, qui veulent se faire voir, qui veulent, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, parce que vous ne savez véritablement jamais pourquoi les gens viennent faire un don à l'orphelinat. Peut-être parce qu'on lui a dit à l'église qu'il faut faire le salaka pour être nommé, peut-être parce qu'on lui a dit que, je ne sais pas, mais les gens ne viennent pas toujours avec des motivations saines, et on est en Afrique, vous savez que bon,
Si vous donnez quelque chose de façon malsaine, ça peut ne pas avoir l'effet quand on se rend compte escompté. aujourd'hui que la plupart des remises de dons sont filmées, hein. C'est-à-dire même si c'est 2 sacs de riz. Oui, on en fait la qu'il y ait publicité. des caméras et après que ça passe au journal. Voilà. Alors, parce Voilà, que dans la Bible, Dieu dit de s'occuper des femmes, des veuves et des orphelins. Et c'est que la même droite donne. La main gauche ne doit même pas être au courant de ce qu'elle est en train de faire. Et malheureusement, c'est à ça qu'on arrive. Et du coup, on ne sait plus trop si c'est pour le bien de ces enfants-là ou alors c'est pour se faire une bonne conscience. Voilà. Ou alors c'est pour donner une bonne image à l'extérieur. Encore que certaines entreprises qui ont des fondations, il y a certaines réductions au niveau du fixe dans le paiement de leurs impôts également. C'est pour ces raisons qu'il y a ces fondations-là, justement. Il y a une petite réduction qui est faite au niveau de l'État. Donc la fondation, ce n'est pas toujours pour vraiment aider ces personnes parce que ça apporte également un bénéfice fiscal à l'entreprise qui a une fondation. De l'autre côté, je voulais dire quelque chose en revenant à ce que M. Somo disait tout à l'heure. C'était au niveau de la réinsertion sociale, en fait. Pour dire ceci, que le ministère des Affaires sociales également, à un certain moment, a été un peu comme dépassé. Je me rappelle encore l'action qu'ils ont fait avec la Croix-Rouge de Belgique. C'était un partenariat où ils ont recensé dans la ville de Yaoundé 15 000 enfants de la rue. Mais bon, moi, ça, c'est l'expression qu'ils ont utilisée. Mais je ne pense pas que la rue donne des enfants, non. Des enfants qui vivaient dans la rue. Ils ont recensé 15 000 enfants et après ça, on a réinséré uniquement 480. Mais après ça, on ne vous dit pas qu'est-ce qu'on a fait du reste d'enfants qui n'ont pas pu être réinsérés. Et du coup, ils sont encore en pâturage. Deuxième chose encore, ils se sont dit en 2005, parce que c'est où ils ont commencé avec cette histoire de solidarité nationale. En 2005, quand ils ont lancé le forum de la solidarité nationale, ils ont émis justement les critères. Et aujourd'hui, je pense que cette émission est la bienvenue parce qu'en décembre prochain, le 13 décembre prochain, quand ils vont lancer justement la levée de fonds pour le fonds de solidarité nationale, ce sera important qu'ils tiennent compte de tout ce qu'on est en train de proposer sur ce plateau afin justement de réorganiser l'ensemble, de réorganiser la structure orphelinat, de mettre vraiment toutes les personnes qui sont nécessaires dans cet orphelinat, quitte à ce que ce soit avec ce fonds-là, parce que ce fonds-là, ils ont dit s'estimer à près de 20 milliards de francs CFA. Donc c'est important qu'ils essaient d'intégrer tous ces faits-là afin qu'on n'arrive plus à cette dérive-là. Étudier les motivations et surtout faire des descentes sur le terrain pour faire une certaine évaluation. Parce que dans les délégations sociales, ils n'ont pas souvent beaucoup de choses à faire. On l'a dit d'ailleurs quand on parlait de la prostitution. On revient encore quand il s'agit des enfants. Il faudrait vraiment qu'ils aient du travail à faire parce qu'au niveau du social, il y a beaucoup de travail à faire. Qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas de travail à faire, vraiment, c'est le gros de la société que de réorganiser cette structure sociale qui puisse encadrer ces enfants. Mais Diane, moi je voudrais dire qu'avant de leur dire de suivre les recommandations ou alors les suggestions que nous faisons sur ce plateau, il faut d'abord que cet argent ne soit pas détourné. Parce qu'à l'occasion de cette levée de fonds, vous allez effectivement vous rendre compte qu'il n'y a pas que les encadreurs qui sont des businessmen, même des personnes qui seront chargées de la collecte de cet argent. Souvenez-vous de ce qui est devenu du coup de cœur aux Lions indomptables. Non, mais je voudrais quand même dire que il faut un certain tutorat de l'État au niveau des structures orphelinats. Parce qu'en réalité, comme dans l'orphelinat de la maman, Afrad, en fait, l'État devrait arriver à une situation où, ayant fait un recensement exhaustif de l'ensemble des orphelinats qui existent, que l'État nomme des personnes, comme il dit que les fonctionnaires n'ont rien à faire. Donc c'est pas ce que j'ai dit. Mais là, on constate quand même que la fonction publique est pléthorique et qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas grand-chose. Quand vous allez dans toutes les administrations, vous le voyez, vous voyez des gens qui sont assis. Oui, je crois que vous choisirez un débat un jour pour ça. Il vous suggère cela déjà. Mais si un fonctionnaire pouvait être nommé auprès de chaque structure orphelinat et pour à la fois apporter la compétence nécessaire dans l'encadrement, mais aussi servir de relais, c'est-à-dire de relais d'information, de façon à ce que, parce que lorsque l'État doit investir quelque part, l'État veut s'assurer du contrôle de cet investissement. Il faut quelqu'un qui réponde de cet investissement. Effectivement, il y a des dérives parce que les dons qui sont reçus, ceux qui reçoivent les dons et qui sont à la tête de ces orphelinats n'ont pas un devoir de rendre des comptes à qui que ce soit. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des dons, ils font l'usage qu'ils en veulent. Il n'y a pas un service de contrôle qui peut venir leur dire, voici, lorsque vous avez reçu, combien vous en avez utilisé, qu'est-ce que vous avez fait du reste, est-ce que c'est allé effectivement. Mais s'il y a cela, en ce moment, l'État pourrait, dans ce cas, investir à l'intérieur de ces orphelinats. Et ceux qui créent ces orphelinats, comme le cas de la maman, deviennent des personnalités morales qui sont là pour l'encadrement moral. Et l'agent de l'État est là pour la gestion administrative de la structure. Et puis, il y a des bénévoles qui viennent et qui donnent
un coup de main. Monsieur Mahel a dit qu'il ne voudrait pas que, même s'il y a des gens qui doivent payer, où est-ce que l'argent doit venir pour payer? En fait, la création d'une structure orphelinat doit répondre également et avant tout à cette préoccupation. Au plan psychologique, vous ne pouvez pas demander un rendement maximum, exhaustif, un rendement de qualité à quelqu'un qui s'investit sans qu'en réalité il n'attende rien en retour. Quelqu'un qui vient travailler dans un orphelinat pour nourrir des enfants, si chez lui, à la maison, il a ses propres enfants qui ont faim, quel sera qu'est-ce qu'il sera tenté de faire? C'est de mettre de côté un tout petit peu, de mettre d'abord de côté ce qu'il va nourrir ses enfants avant de s'occuper des orphelins. C'est pourquoi la création d'un orphelinat doit s'accompagner de la définition des conditions de financement, d'encadrement ou de la production matérielle. Pas forcément parce que l'orphelinat doit produire, mais ça relève de l'État. Mais ça relève également des personnes qui s'engagent dans cette activité. Ce n'est pas parce que vous êtes couché chez vous, vous avez rêvé que les enfants sont dans la rue et puis vous dites voici une maison, je les prends. Après, vous devenez dangereux. Vous devenez dangereux plutôt pour ces enfants. C'est ça le problème. Une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord avec M. Somo, quand il parle de contrôle et de rendre compte, je refuse, je me mets... Parce que vous n'êtes pas fonctionnaire. Non, je me mets à la place des promoteurs d'orphelinats. Je refuse que l'État vienne contrôler une structure pour laquelle, enfin, contrôler la gestion financière d'une structure pour laquelle il ne participe pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, mais c'est ça la condition. Je veux que la première condition, il faut d'abord que l'État investisse. Parce que l'État n'investira que s'il y a quelqu'un qui partons du principe, et Diane l'a relevé quand on commençait l'émission, partons du principe que l'encadrement des enfants démunis ou des orphelins fait partie des missions régaliennes de l'État. C'est pourquoi il y a un ministère des Affaires sociales. Mais parce qu'on est dans un environnement où on sait très bien que l'État ne peut pas tout faire, comme avec l'éducation, il y a des gens qui ont fait des... C'est pourquoi des particuliers se sont lancés dans ce secteur. Maintenant, le rôle de l'État, comme avec l'éducation, c'est de réguler le secteur et de s'assurer que l'encadrement qui est donné aux enfants est adéquat et propice. Auquel cas, la première suggestion que je fais, c'est que si on trouve que ce n'est pas conforme, on fait ce qu'on est en train de faire avec les églises, on les ferme. Maintenant, on est dans un pays où on sacrifie, je veux dire, l'avenir sur l'autel de l'émotion et de la sensibilité. Parce que comme vous allez dire, il faut fermer, on va vous dire que vous fermez, les enfants vont aller où? Ben, ils vont aller où? Ils vont aller se débrouiller. Si on ne peut pas les mettre dans un cadre qui est un cadre approprié. Ça, c'est la première proposition que je fais. La deuxième chose que je pense qu'il est important de prendre en compte, c'est aujourd'hui le fait que quand M. Somo dit, par exemple, que l'État place dans un orphelinat un fonctionnaire qui serait chargé de contrôler les dons et de contrôler l'usage qui en est fait. Mais moi, je ne suis pas d'accord, M. Somo. Parce que ce n'est pas le rôle, je dis, d'administrer. Il faut que les concepts, pesez bien mes conceptes, administrer un orphelinat, réduire au contrôle, non. L'administration, je veux dire, c'est qu'on est dans une société où il n'y a pas... Je voudrais juste chuter par ça, Madame Thérèse. Je voudrais juste chuter par ça. On est dans une société où il n'y a pas de bénévolat. Parce qu'au lieu d'avoir... On pourrait avoir effectivement des gens qui travaillent de façon bénévole. Je ne parle pas de monsieur qui a ses enfants à la maison, qui doit déjà les nourrir. On a aujourd'hui des gens que vous envoyez en prison, en détention administrative, en ceci, alors que les prisons sont déjà suffisamment pleines. On peut aujourd'hui commencer à penser à transformer certaines peines, pour les cas civils par exemple, en travaux d'intérêt communautaire, où on vous dit que bon, ok, plutôt que de vous mettre en prison, vous restez chez vous, mais pendant 6 mois, vous travaillez dans tel orphelinat, vous faites ceci, des travaux d'utilité publique. On peut imaginer un schéma comme ça qui fasse effectivement que des structures qui seraient viables, parce que moi je reviens d'abord sur là-dessus, si elle est viable, elle reste ouverte, si elle n'est pas viable, elle est fermée. Les structures qui soient viables et du personnel qui travaille bénévolement. Et pourquoi pas, M. Somo, vous pourriez bien quitter chez vous un dimanche au lieu d'aller au 2-0, ensuite à la troisième mi-temps, au bouillon. Vous pourriez bien partir de chez vous un dimanche par mois et aller travailler dans un orphelinat bénévole. Vous êtes psychosociologue, vous pourriez bien aller encadrer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, Maman Thérèse. Madame le ministre des Affaires sociales, Madame Catherine Bakambor, elle se soucie de ça. Et c'est pour cela... Moi, ça m'étonnerait. Si, elle se soucie beaucoup. Vous en doutez? Oui, j'en doute beaucoup. Non, elle se soucie beaucoup. C'est pour cela que elle a d'abord dit
à ses représentants qui sont les délégués régionaux de Yaoundé et de Douala de cibler 5 orphelinats chacun. Donc Douala a 5, Yaoundé a 5. C'est juste pour ça. Ils nous ont donné les manuels de travail. Ça répond à ces questions. Donc, ces manuels, si maintenant, comme STV vient souvent chez nous, vous voulez ou vous ne voulez pas, vous écrivez ce que vous avez amené, vous signez et vous laissez vos empreintes. Ça, je pense que vous avez ce souci. Donc, il y a déjà ça. Non, madame, excusez-moi de vous interrompre. Je voulais juste apporter une précision. Je comprends que vous ne vouliez pas vous fâcher avec madame la ministre. C'est tout à fait normal. Mais moi, je dis, il faut arrêter les discours. Madame Bakang Bok est ministre depuis beaucoup d'années. Qu'elle vienne aujourd'hui nous dire qu'on va prendre 5 à Douala et 5 à Yaoundé. Et arrêtons de penser que le Cameroun se limite à Douala et à Yaoundé. Nous sommes un pays qui a 475 442 km². Il y a des orphelinats dans chaque partie de cette région. Maintenant, on va lancer. Monsieur, il faut qu'on se comprenne. C'est délicat ce problème. Nous sommes en 2013. Lorsque vous n'avez pas encore, lorsque vous n'avez pas encore, ça fait 8 ans aujourd'hui. été. Et 8 ans, on a la tête. Moi, je vais demander à Maman Thérèse, s'il vous plaît, je vais demander à Maman Thérèse ce que votre ministère de tutelle, vous n'arrêtez pas d'appeler Madame le ministre, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement depuis le temps pour vous venir en aide? Qu'est-ce qu'elle fait sur le terrain? Parce que c'est vrai que cette semaine, oui, on a vu dans les journaux, on a regardé à la télé, il y a eu une tournée du ministre, oui, c'est bien beau, mais après, est-ce qu'il y aura un suivi? Oui. Vous répondez avec certitude. Ne demandez pas à la dame, à la dame de défendre l'indéfendable, en tout cas à son niveau. Je vais vous dire, l'encadrement de la population orpheline au Cameroun représente, j'allais dire, le millième de l'encadrement de l'ensemble de la jeunesse du Cameroun, tâche à laquelle l'État du Cameroun s'attelle et de façon merveilleuse parce que, incontestablement, nous sommes quand même d'une des nations les mieux scolarisées et les mieux encadrées. Ça, vous le savez. De façon merveilleuse. Maintenant, il y a dans la démarche administrative au niveau de l'État un processus qui prend ses sources quelque part et qui s'étend progressivement. Vous devez donc mettre, n'est-ce pas, au profit du ministère des Affaires sociales, l'initiative déjà d'entreprendre dans ce sens une action qui va progressivement s'étendre. Vous ne voulez pas demander à Madame la ministre et à la structure qu'elle dirige d'embrasser un problème globalement parce que vous voulez qu'on dise qu'on l'a fait dans tout le Cameroun en même temps. Concédez-lui quand même le bénéfice du doute et permettez et observez pendant un certain temps cette action telle qu'elle va se poursuivre, parce que même les nations aujourd'hui où cette opération sera maîtrisée, ça commence quelque part. Ça commence quelque part. Ça a commencé et c'est sûr que ça va s'étendre. Il est un fait. Comme dans tous les autres secteurs au Cameroun. Il est un fait, c'est qu'on engage des actions, mais il n'y a pas une trop grande lisibilité dans la durée sur ce qu'on va faire. C'est gros, Diane, ce que vous dites. C'est pas gros, attendez que je continue. Nous n'avons pas compétence, ici pour juger une personne Je vous dis encore ceci et je reprends, c'est que c'est comme dans tous les autres secteurs avec l'histoire des marchés qui se brûlent et qu'un marché se brûle après l'autre, après des actions, on ne sait pas trop ce que ça mène. En 2005, parce que ce n'est pas cette histoire de fonds de solidarité nationale, ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. En 2005, il y a eu le Forum national de la solidarité nationale, toujours par le ministère des Affaires sociales. Ils ont élaboré les 5 axes sur lesquels ils devaient travailler, l'accès à l'éducation, à la santé, l'encadrement, la réadaptation et la rééducation des handicapés et autres. Ils ont travaillé dessus. Aujourd'hui, nous sommes en 2013, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans, on nous dit on lance un fonds de solidarité nationale. D'accord, on ne veut pas être des prophètes de mauvais augure, mais on veut bien comprendre qu'aujourd'hui, quelles sont les actions qui sont menées sur le terrain qui poussent à penser que ça va marcher exactement. On n'en sait pas trop. Parce qu'aujourd'hui, Maman Thérèse dit on a regroupé 5 orphelinats à Douala, 5 à Yaoundé.
Le Cameroun, c'est pas Douala et Yaoundé. Hein. Et les zones à risque... Je suis désolé. Attendez. Vous connaissez dans la démarche administrative, il y a ce qu'on appelle la phase. Au bout de 8 ans, vous sélectionnez 10 orphelinats dans le Cameroun. Après 8 ans de réflexion... Je termine, s'il vous plaît. On est à 8 ans. Pendant ces 8 ans, ils faisaient quoi? Ils avaient laissé ce programme-là dans les tiroirs pour dire que c'est en 2013 qu'on se réveille pour le lancer. Non, je pose une question. Je ne suis pas en train de penser quelque chose. Je suis en train de poser une question. Je pose cette question-là. Pourquoi on me dit qu'aujourd'hui, on est en train de faire une phase expérimentale? Quel est le canevas? Quelle est la lisibilité de l'action qu'ils vont mener? On n'a aucune information là-dessus. C'est la même chose avec le fonds de solidarité. Hein. C'est la même chose avec le fonds de solidarité pour la création des PME. C'est pas différent. Je voudrais vous suggérer, tout simplement, dans une démarche plus logique, de vous approprier le texte qui crée ce fonds de solidarité. Les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire qu'au niveau des mécanismes de mise en place, des mécanismes de contrôle, des mécanismes de suivi, parce que c'est tout un texte qui accompagne le fonds de solidarité. Bon, maintenant... C'est tout le test d'élaboration qui a travaillé sur le document. Alors, si vous avez vraiment le texte, vous ne pouvez donc pas poser ces questions. La question de comment ça va être utilisé jusqu'au... Et puis le bilan, le bilan 8 ans après. Le bilan 8 ans après. Le problème du bilan 8 ans après. Vous ne pouvez pas. Et là, je suis désolé, nous dire qu'en 8 années, que pensez-vous que cet argent soit devenu? Quel argent? Mais l'argent qui a été cotisé dans le cadre de ce fonds. Je n'ai pas dit de fonds. C'est un fonds. Ah bon, c'est un fonds. Et quel est le rôle d'un fonds? On va lire des messages, on ne va pas s'étendre là-dessus. Moi, je voudrais juste dire une chose. Nous s'entendons pas. Oui, nous n'allons pas dans notre thème. Oui. Par exemple, il y a eu les fonds de PPTE. C'est ce que vous dites. Mais ça a été distribué de façon que même les commerçants ont eu cet argent pour les faire revivre. C'était centralisé dans les centres sociaux, dans tout le Cameroun. Dans tout le Cameroun. Qu'on ne vous trompe pas. Et là, actuellement, Madame le ministre s'est entendu avec le ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation et les autres ministres. L'État, il y a 6 ministères qui doivent travailler sur cette question-là. Donc, nos enfants bénéficient la scolarisation qui ne paye rien. Il faut que ça soit sûr, que l'assistance sociale fasse une enquête sociale valable. On ne paye rien dans les établissements. Pareil dans les santé. Qu'on ne vous dise pas que telle ou telle personne a souffert à l'entrée de l'hôpital parce que, c'est-à-dire qu'il y a un flou dedans. Mais Madame le ministre a donné tous ces accès, tous ces atouts. Et les fonds de PPTE, ça a aidé à beaucoup de gens. Mais comme vous-même vous dites que chacun, tout le monde n'a pas le même cœur. Il y a les autres qui se cachent derrière des autres. Ce n'est pas ça. Une dent a fait pourrir la bouche. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Je voudrais juste 2 secondes. Ce n'est pas le thème. Oui, juste 2 secondes. Je voudrais juste dire premièrement à M. Somo qu'on n'attend pas qu'une fille ait 5 enfants pour venir lui parler du préservatif. Oui. La deuxième chose, c'est que vous avez beau collecter les milliards de francs. Tant que le secteur n'est pas organisé, structuré, cet argent ne servira pas à grand-chose. Donc je pense que là, ce qu'on est en train de faire, au lieu de lancer la collecte des fonds, on devait d'abord partir sur un processus de réorganisation du secteur et savoir, quand on a réorganisé le secteur, on sait à quoi l'argent va être destiné. Voilà. Je complète sa réponse. Non, on ne va pas compléter. On va lire les messages parce qu'on est en train de s'étendre là-dessus. Ce n'est pas le thème parce que ça ne va jamais s'arrêter. Après, c'est M. Somo qui va dire Audrey, en 2 secondes, je vais réagir. On va s'arrêter là parce que ce n'est même pas le thème. C'était une parenthèse. Hein. Je tiens à le préciser. On lit un peu, on va lire les messages. Hein. D'accord. Bachou Fouda, qui envoie ce message. Bonsoir, pauvre maman Thérèse. Elle ne comprend pas ce qui se trame dans l'ombre. Je me tiens garant d'elle, car elle ressemble à ma maman. C'est qui? C'est Bachou, un téléspectateur. Bachou Fouda, c'est son nom. Alors, Zingangoula, le consultant de l'autre côté. Oui, votre collègue consultant. Comment peut-on faire une enquête sur des structures comme des orphelinats? C'est alors même qu'on ne peut pas quantifier le nombre d'orphelinats de bonne foi au Cameroun. Voilà. Bon après-midi à cette femme qui préside cette émission.
Ok, c'est Vérin depuis Garoua. Merci pour le compliment, c'est gentil. On a dit vous avez un nouveau fiancé. J'en ai tous les samedis. Hein. Je suis habitué. le message entièrement. Ouais, je vais le lire. Bon après-midi à cette femme qui préside cette émission, car elle est très belle. Merci beaucoup. C'est Séverin depuis Garoua. Merci beaucoup. Voilà. Comme ça, on est tous je vais arrêter de lire ce genre de messages parce que ça cause beaucoup de problèmes. Hein. J'ai constaté. C'est pour ça que je vais plus lire ce genre de messages. C'était une parenthèse. L'État doit venir en aide aux orphelines, c'est Ebois, depuis Yaoundé qui envoie ce message. Bonjour à tous les panélistes. Que Maman Thérèse ne joue pas le rôle d'avocat du diable. Elle a été mandatée pour venir défendre Madame Bankambok. Hey, qui m'a mandaté? Je ne vais pas aller jusqu'à la... Voilà. C'est impoli? Oui, c'est impoli. Je ne vais pas aller... C'est Serge depuis Yaoundé qui envoie ce message. Notre message... les téléspectateurs. Non, il y a des mots qu'on ne... Méchant. Qu'on ne peut pas ir à l'antenne comme ça. Comme M. Somo arrête avec sa... Comédie. C'est même pire, sa bouffonnerie. Ah ouais, d'accord. Aucune action n'a de sens si elle ne s'inscrit pas dans une politique. C'est M. Teko, ou M. Teko qui envoie ce message. Il a raison. Voilà, bonjour le plateau. Vraiment intéressant le débat. Si Maman Thérèse ne peut pas compter assez d'argent, comment s'en sort-elle dans sa gestion financière? C'est Belle També de Ndiki qui envoie ce message. Question pertinente, hein. Vous allez répondre, Madame Maman Thérèse, en 2 secondes. Si vous ne savez pas compter l'argent, effectivement, comment ça se passe lorsque vous recevez des dons matériels? Elle ne sait pas compter beaucoup d'argent. Et comme l'orphelinat ne reçoit pas beaucoup d'argent, Vraiment, en même temps, il se dit que la FRAD reçoit beaucoup de dons. Si le monsieur a des centaines de millions, qu'il apporte, mais qu'il ne regarde pas ce que les autres donnent. Voilà. Et il vous demande comment vous faites. Vous qui ne savez pas compter l'argent, comment vous faites? Il a amené combien? Bon, ok. On va lire le message suivant. Monsieur Maël, l'État a l'obligation de s'assurer si les lois sont respectées dans les structures privées. Ou publiques. C'est M. Boniface qui envoie ce message. Joseph Numbisi Wambo. Quand un enfant d'orphelinat est adopté ou vendu, au moins il va connaître une vie normale. Voilà ce qui devrait nous intéresser, l'avenir de l'orphelin et non des guerres d'argent. C'est votre avis. Je suis Mbok Gabriel. Voilà 10 ans que je vis dans les orphelinats. J'ai des blessures. Le docteur Somo a le cœur d'un père. Monsieur le journaliste vous dit des choses bien. Mais avez-vous vécu dans un orphelinat? Alors, je suis Mbok Gabriel. Voilà 10 ans que je vis dans les orphelinats. J'ai des blessures. Le docteur Somo a le cœur d'un père. Monsieur le journaliste vous dites des choses bien, mais avez-vous déjà vécu dans un orphelinat? Je crois que c'est ça sa question. Pourquoi? Moi, je ne suis pas orphelin. Voilà. Vous avez répondu à la question. Zingangula, nous nous excusons auprès de Maman Thérèse, mais les points de vue de plus en plus développés sur le plateau conduisent à comprendre que les orphelinats sont devenus des fonds de commerce, loin de Jésus. Voilà. Non, ce n'est pas vrai. Ruben Francis, Paul Maël et Karine Dena. Ne lisez pas les lettres dans les enveloppes sans les ouvrir. Ruben Francis, Paul Maël et Karine Dena, vous serez traités d'opposants à entendre vos opinions. Zingangula. La liberté d'expression au Cameroun, je ne pense pas que ce soit une violation à une loi quelconque. Je ne suis pas mandatée. Je ne suis pas mandatée. Qui m'a mandatée? Toi? Qui a écrit? Oui, maman Zingangula. Maman Thérèse, dites-nous la vérité au nom de Jésus-Christ. Vous faites dans les orphelinats par vocation ou alors par souci de gagne-pain? Quel est le chiffre d'affaires de votre orphelinat? Chiffre d'affaires d'argent. Oui. Le monsieur a déposé combien dans la banque? Vous avez une drôle de manière de répondre aux questions, hein, Madame Maman Thérèse. C'est très camerounais. Oui, c'est très camerounais, ça, effectivement. Il ne faut pas compter les doigts de la main sans toi-même couper d'abord ton doigt. Comment? D'accord. Alors, pensez-vous, un autre message, hein, pensez-vous qu'il peut y avoir un véritable bénévolat dans un pays où la faim gagne le terrain comme le nôtre? C'est Blaise Akono qui envoie ce message. Oui, il peut y avoir du bénévolat. Les temporaires à l'État, c'est quoi? Les temporaires, ce ne sont pas les bénévolats. Il peut y avoir du bénévolat. Même dans l'État, il y a les temporaires. Il y a des gens qui travaillent, je le disais tout à l'heure en parlant de M. Somo, mais ça me concerne aussi, c'est-à-dire que des gens qui ont un travail normal, qui ont des revenus conséquents, peuvent décider de consacrer une journée par mois aux travaux d'utilité cette personne doit au préalable être sollicitée dans une structure assez bien organisée. Moi, je suis prêt à consacrer 2 heures de temps chaque jour pour être dans les orphelinats. Mais il faut que je sois sollicité
sollicité. Et puis, Mais c'est parce que et puis que je sache que l'activité que je mène est couverte. Parce que vous rentrez dans un orphelinat, vous allez en consultation auprès des enfants, et puis il arrive quelque chose. Après, quand la machine répressive, la justice se déchaîne contre vous, elle commence par vous demander comment vous vous y êtes retrouvé. C'est pourquoi, une fois que l'État aura organisé ce secteur, organisé globalement le secteur, je crois que nous, qui sommes spécialisés dans ce genre d'activité, nous allons aller spontanément offrir nos services sans rien à rendre en retour, mais étant sûr déjà que nous avons déjà nos salaires en tant que fonctionnaires, comme tu veux Voilà. savoir que les fonctionnaires camerounais... C'est Ce que ça. le fait d'ailleurs dans d'autres cas de formation. Très bien. Même dans Suite au le scandale, gouvernement, il y a les temporaires. Temporaire Suite au égale quoi? scandale de l'arc Égale bénévole. de Zoé au Tchad, l'expérience prouve de plus en plus dans nos pays d'Afrique subsaharienne que ces pseudo-orphelinats sont des réseaux de contournement de l'adoption. Oui. C'est l'autodérive, en fait. Oui, Joseph Numbisi Wambo qui revient. Madame la ministre a déjà obtenu la gratuité de la scolarité pour les enfants handicapés ou des parents handicapés. Le cas des orphelins issus des orphelinats est en cours d'étude. Vous voyez, maman a raison. Maman Thérèse. D'accord. Alors, notre message. Bonjour le plateau, vraiment intéressant le débat. Merci. Si maman Thérèse ne peut pas compter assez d'argent, comment ça sort-elle? Message déjà lu. On passe au message suivant. Bonsoir les panélistes. Pour moi, l'orphelinat, c'est une aide aux enfants démunis, car il faut avoir une bonne volonté pour créer un orphelinat. C'est Jean qui envoie ce message. Bonjour, bonjour. Juste pour encourager les encadreurs des enfants dans leur boulot. Blaise Ledoux depuis Doukoula car... J'espère que j'ai bien lu. Hein. C'est intéressant ce débat. Ma question, qui a l'argent qui dépasse le gouvernement? Ok. C'est intéressant ce débat. Ma question est de savoir qui a l'argent qui dépasse le gouvernement. Personne. Qui a plus d'argent? Alors lui-même il répond à sa Ouais. question, il dit personne. Alors si quelqu'un ne se sent pas capable de créer un orphelinat, pourquoi demander l'aide aux gens? C'est un business. Leurs propres enfants qui est souvent dans ces orphelinats. C'est leurs propres enfants, hein, qui est souvent dans ces orphelinats. C'est Mustapha depuis Yaoundé qui envoie ce message. Bonsoir à tous, votre merveilleux plateau. Bonsoir à tout votre merveilleux plateau. Courage à maman Thérèse. Et que Dieu suscite encore les gens comme elle. Que l'État l'aide. Longue vie à l'émission. Merci beaucoup. Zingangula, l'attitude de maman Thérèse laisse transparaître qu'elle fait partie des porte-paroles officieux de tous ces imposteurs qui tiennent les orphelinats, rien que pour se faire de l'argent au nom de Jésus. Ah, Bon, Joseph Numbisi Wambo, hein. L'orphelin, malgré son statut, reste un être humain, je répète, qui n'a pas besoin de spécialistes en nologie, mais de l'amour et de la compréhension des entrepreneurs sociaux. Voilà. Ah non. Et là j'arrête tout de suite. Il ne faut pas que les gens disent n'importe quoi. Moi non plus. Parce qu'en fait, pensez que vous allez entourer un enfant de l'amour et de la tendresse et que cela suffise pour qu'il soit un être totalement établi. Ça ne suffit pas. Parce que vous le prenez dans un cadre bien précis où il a eu à subir certains faits qui ont eu un traumatisme en lui. Du coup, on ne peut pas d'abord lui enlever ce traumatisme. Absolument. Là, c'est lui qui a des problèmes. C'est lui qui est orphelin sur un certain nombre de choses. Joseph Numbisi Wambo, attention, hein, c'est un de nos fidèles téléspectateurs. Ah ouais, mais ouais, c'est pour ça que je dis, parce que lui, c'est quelqu'un qui a souvent des points de vue intéressants, mais là, il a gaffé. Bonjour à tous. À la suite de vos invités sur l'absence du contrôle de l'État et de la rémunération des personnes qui y travaillent, l'État peut aussi commencer à créer des orphelinats et y affecter des fonctionnaires. C'est Paul Ewe qui envoie ce message. Voilà. Bonsoir, je pense que l'État doit s'occuper de la santé de ces orphelins. C'est Brice. Et il y a la fondation Chantal. Zingangula. Monsieur La fondation Somo. Chantal, c'est pas l'État. Hein. C'est Zingangula. une fondation comme la fondation. C'est comme Afrad. C'est une dame qui s'est levée un matin et qui a décidé de créer une formation. Voilà. Sauf que ce n'est pas n'importe quelle dame. Bon, une parenthèse, hein, c'était une parenthèse. Zingangula. Monsieur Somo a totalement raison de relever que l'État a un droit de regard dans ces orphelinats en y mettant un fonctionnaire ou un statuaire agent de l'État. Aucun privé ne peut éduquer des orphelins. Joseph Numbisi Wambo encore revient. Les enfants de l'entrepreneur social ont un autre parent qui pourrait ne pas partager l'engagement de sa partenaire. Que ces enfants-là aient un traitement différent des orphelins est normal? Non. Alors, salut à tous. Je m'appelle Juvenal du Congo, Brazzaville. Orphelinat n'est pas une société. Toute personne morale doit aider. Okay. Je pense qu'on ne devrait pas recruter un personnel pour s'occuper des orphelins. C'est une affaire de vocation et amour pour les enfants. Les orphelinats ont besoin de volontaires qui n'attendent rien en retour. C'est Olivier David, ça depuis Balmayo. Quand tu recrutes, la personne cherche son argent, c'est tout. Voilà. Monsieur Paul Maël Sizingangula, une nationalisation des orphelinats,
s'impose au Cameroun. Le ministère des Affaires sociales ne devrait plus davantage déléguer cette compétence à des personnes et initiatives privées. Un autre message, je vous félicite pour cette initiative. En fait, la solidarité nationale prévue en décembre vise à mettre en synergie la solidarité des divers acteurs sociaux. Il ne sera pas question de détournement. Les acteurs devront orienter leurs aides vers les besoins identifiés par le MINAS. Voilà. Notre message, j'aimerais savoir si l'orphelinat est une aide ou un moyen de s'enrichir. Alors, suivez le débat et vous aurez la réponse. Bonjour, moi c'est Madame Mwamba de Pouma. Beaucoup de courage à cette femme qui se soucie des orphelins. Que ceux qui en font leur business aillent ouvrir les boutiques et laissent ces innocents qui n'ont pas choisi leur sort. Un autre message, l'orphelinat n'est pas un business, monsieur, c'est une grâce de Dieu qu'une personne se décide d'aider les orphelins et ceux-là qui viennent se faire voir avec leurs dons, seul Dieu les voit, surtout s'ils viennent avec des esprits, car cela ne manque pas. Mais qu'ils sachent que Dieu les voit et tout se paie ici-bas. Très bien, madame. C'est monsieur SKVP. Voilà. Très bien, monsieur SKVP. On va marquer un arrêt et prendre le Vox Pop. On va suivre les différentes interventions de l'homme de la rue et on se retrouve juste après cet élément. C'est comme les gens qui créent les ONG là. On ne peut pas dire que c'est parce qu'ils veulent se faire l'argent ou bien ils peuvent bien avoir une bonne idée pour faire un orphelinat. Mais pas nécessairement parce qu'ils veulent l'argent. Je respecte beaucoup les structures comme les orphelinats. Il faut les encourager, les soutenir. Avec ce qui s'est passé très récemment, il y a du soupçon. On peut se dire aujourd'hui que certains peuvent rentrer dans cela comme un business. Pour certains, apportent de l'aide aux enfants démunis, mais pour d'autres, c'est un moyen pour se faire vraiment de l'argent. Pour d'autres, c'est un moyen de se faire de l'argent parce que, au fond, on ne voit réellement pas ce qu'ils font après avoir encadré ces enfants. On ne voit réellement pas ce qu'ils font. Parce qu'il ne faut pas seulement les conserver au sein de l'orphelinat, mais il va falloir qu'après, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ces enfants-là. Il y a des personnes qui font des concerts juste pour donner ça aux orphelinats. Mais on ne sait pas si cet argent arrive à destination ou bien il est utilisé. Mais voyant comment gère les biens, comment l'État gère les biens des Camerounais, on peut déjà imaginer où finit cet argent. Voilà. Je dirais un business pour certains. Mais en fait, s'ils remplissaient très bien leur mission, ce serait une très bonne chose pour encadrer les orphelins. On peut plus faire confiance puisque beaucoup de personnes créent pour s'enrichir. Mais il y a certains organismes qui sont là vraiment pour aider les enfants. Je suis beaucoup plus du côté positif, c'est-à-dire que bon, plus ou moins quand même ça aide les gens. Vous savez, dans le monde, il y en a qui ont de bons cœurs, il y en a qui ont de mauvais cœurs. Mais quand même, c'est pas parce que bon, une personne est mauvaise que tout le monde est mauvais. Donc je pense beaucoup plus du côté du positif. Vu qu'on trouve les enfants abandonnés en route, mais l'argent qu'on verse, on ne voit pas ce qu'ils font avec. Ils construisent les immeubles partout pendant que vraiment les enfants là souffrent en route. On les donne les 100 francs de gauche à droite. C'est un business. Un business pour certains. C'est devenu un business, mais parmi certains gens, il y a d'autres qui le font volontairement. Mais d'autres prennent ça pour un business. If somebody really have conscience, the person won't think of the business, but rather the person will rather think of the help, of seeing the future of that child. Because at the moment, the child really needs help, and the child doesn't have somebody whom the person can count on, except the present people that are available for the child for the help. But even though the world tonight is full of business and people are out for income, some people do that for their incomes, you see. Because normally somebody will not invest on a child reaching a certain level that maybe the child needs to go out for a future. The person would rather prefer to give it out for people that do not have children, you see now. So we can really say at a certain level they help, but then at the end is the end that just fair, whether they are out for income or they are out for help. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de gens y vont avec l'intention de gagner, simplement certainement dans le cas des ONG et tout ça, peut-être faut gagner de l'argent, mais je sais qu'il y a aussi des bons orphelinats, notamment des orphelinats d'inspiration chrétienne, catholique,
n'est-ce pas, qui font vraiment le travail qu'on attend des orphelinats, qui accueillent vraiment des enfants dans le sens de les aider et pas seulement dans le sens de s'enrichir, dans le but de s'enrichir. Voilà, retour en studio, hein, une intervention, hein, une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de suivre. On n'est pas d'accord avec le dernier intervenant. Avec le dernier intervenant qui pense que les meilleurs orphelinats sont ceux qui sont d'inspiration chrétienne. En fait, aujourd'hui, il a été démontré que la majorité des scandales qui sont arrivés dans des orphelinats l'ont été à travers des personnes parfois en soutane. Pour la majorité. Donc, en fait, ce n'est pas parce qu'on est dans un environnement chrétien qu'on a forcément la vocation d'aller toujours vers le bien. On sait que dans des périodes de guerre, on sait ce que ces couvents et toutes ces parties ont joué comme rôle. Aujourd'hui, les trafics, la majorité des trafics d'enfants orphelins l'a été dans des orphelinats bien situés au cœur des églises, enfin je ne sais pas comment il faut appeler ces endroits-là. C'est vrai que c'est eux qui sont les initiateurs de cette activité d'orphelinat. Mais de plus en plus, les dérives vers lesquelles ils sont allés démontrent qu'aujourd'hui, on peut avoir beaucoup plus de contrôle sur des structures qui ne sont pas de cette inspiration. Parce que où des gens peuvent facilement regarder. Vous voyez, dans un environnement qui est clos, où personne n'y accède, il n'y a que des enfants orphelins qui sont là-dedans. On ne sait pas ce qui se passe. Tandis que des autres orphelinats qui sont en réalité des orphelinats publics, comme à Kafra, là, tout le monde peut venir et voir ce qui se passe. Mais aller dans les orphelinats qui sont situés dans des églises, et personne n'y entre. Et c'est là que tout se trame. Ouais. Alors là, il faut faire très très attention quand on le dit. Non, Thérèse, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Non. Oui. Je parle de votre structure. Notre véritable problème, c'est le logement. Alors, nous avons bénéficié des mains des bonnes volontés, 3000 mètres carrés de terrain à Yachika. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que on a vendu notre terrain. Alors, c'est d'abord notre souci majeur. Parce que la location, vous-même, vous connaissez, la location à Douala coûte cher. Quand on vous a donné le terrain, vous l'aviez immatriculé, le terrain qu'on vous a donné? Nous, on a tout fait. Le jour où je suis partie voir le notaire pour le titre foncier, c'est là où le notaire me sort le papier que le terrain est hypothéqué. Alors, ça m'a surpris, je suis tombée. Et maintenant, à la longue, on me dit que le terrain est vendu. Donc, dans la logique, moi-même, je me pose la question. Bon, mais j'ai remis cette doléance à Madame le ministre dernièrement, quand elle est passée, et elle a donné ça à qui le droit ici à Douala. Donc, après dimanche, demain, je vais commencer à courir pour comprendre comment on peut être en position de notre terrain. Et là où vous connaissez, vous-même, vous avez vu que nous sommes vraiment à étroit. Donc, on a vu ailleurs, qui n'est non plus loin, la séparation, c'est Carrefour Shell-Nebel. Donc, on part de l'autre côté de Mongo. Là, la place est quand même un peu grande. Oui, plus grande. Mais depuis que vous recevez des dons, hein, Maman Thérèse, quelle action concrète vous avez menée sur le terrain au profit de ces orphelins-là? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Pour améliorer les conditions de vie de ces orphelins. Mes enfants fréquentent. J'ai eu déjà les licenciés, les doctorats. Ce sont mes enfants encadrés par AFRAD qui nous envoient beaucoup de dons. Par comment? Ce n'est pas parce qu'ils sont riches. Mais eux aussi font les petites cotisations comme vous en faites. Les autres sont hors du pays. C'est eux, dans leur groupe là-bas, qui envoient leurs amis qui viennent en touriste au Cameroun. Quand vous entendez que les Blancs sont chez Maman Thérèse, je ne connais même pas le dedans de l'avion. Mais le Seigneur, non, il faut être logique. Mais ce sont ma progéniture qui sont partout le monde entier, qui envoient leurs amis pour venir voir sur place. Par exemple, la maison que nous allons louer, ça ne sort pas de nos fonds. C'est les Français qui vont louer pour nous.
Je les ai connus comment? Moi, je ne connais pas l'avion. Donc, oui. C'est comme ça. D'accord. Ok. On va lire encore quelques messages. Ensuite, on va revenir conclure. Hein. Bonsoir à vous en studio. Moi, c'est Armand Ebende de Douala à Bounabéry. Aujourd'hui, l'orphelinat au Cameroun est devenu un véritable business et un cadre aberrant. Pourquoi? J'ai été dans un orphelinat dans la capitale économique et chose choquante, beaucoup se plaignent d'être abusés, soit par des tâches ménagères épuisantes et d'autres aussi sont abusés de façon sexuelle. Pourquoi tant d'acteurs répréhensibles sur ces jeunes garçons ou jeunes filles? Il me pose une question. La parole à qui veut la prendre. On a dit au début de cette émission que c'est pour cette raison qu'il faut des missions de contrôle dans ces orphelinats pour interroger même ces enfants-là et voir exactement quelles sont les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc vraiment laisser, quand on ouvre un orphelinat, après on ne contrôle pas, c'est même dangereux. C'est pour cette raison que je parlais de mission suicide carrément, parce que ces enfants-là, ce sont des personnes qui seront soit traumatisées à vie, soit ce sont des personnes qui vont se révolter envers tout le système en place et après devenir des rebelles sociaux. Donc, il faut des gens qui arrivent et qui puissent recueillir les témoignages des enfants, qui disent comment ils sont encadrés. En fait, il faut qu'il y ait un suivi, c'est ça? Oui, un suivi. Et c'est ce qui manque dans nos orphelinats. Lorsqu'un psychologue arrive dans un centre comme celui-là, il crée des conditions pour que la langue des enfants se délie. Parce que ces enfants qui sont abusés sexuellement, c'est assorti de menaces. Hein, dans les orphelinats qui ont une vocation autre que celles qui sont reconnues. Enfin, et du coup, s'il n'y a pas ça, je vous dis, il y a de fortes chances que des orphelinats deviennent plutôt des endroits dangereux pour l'éducation des enfants. S'ils ne le sont déjà. Et je vais aller au-delà, je voudrais dire que la présence des missions de contrôle permanentes serait même dissuasive. C'est-à-dire que si quelqu'un sait qu'il y a des missions de contrôle qui arrivent régulièrement, il s'abstiendra de faire un certain nombre de choses qu'il peut faire aisément quand il sait que personne ne vient jamais surveiller ce qui se passe chez lui. Non, on est à la vue de tout le monde. Voilà, on va lire encore quelques messages. Bonjour à vous tous. Que Dieu vous bénisse, maman Thérèse. Continuez dans cette voie. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur, vous ferez grâce. On ne peut malheureusement pas continuer avec les messages. Hein. Je vais faire le tour de table. Je vais commencer par Paul Maël. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion par rapport à notre thème? On revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'une femme ait 5 enfants pour lui parler de préservatif. On lui en parle avant, quand elle n'est pas encore sexuellement active. On est arrivé dans cette situation aujourd'hui parce on n'a pas anticipé, parce qu'il n'y a pas eu d'émission de contrôle. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on revienne à une vraie réorganisation, un peu comme ce qu'on a fait avec les écoles qui forment les médecins au Cameroun, des IPS privés, qu'on revienne qu'on régule le secteur, qu'on remette de l'ordre avant éventuellement de commencer à penser à injecter de l'argent dans les fonds de solidarité. Voilà, Diane Denain. Je vais intervenir à 2 niveaux. D'abord, concernant les personnes même qui font des dons dans les orphelinats afin que justement ça ne devienne plus des business. Moi, ce que j'avais fait comme proposition à une autre ONG, justement, qui travaille dans ce cadre-là, c'est que venez avec des sacs de riz, des sacs d'arachides, des bidons d'huile. Vous le ferez pendant beaucoup d'années et en fait, ça ne changera pas. Ce que je leur proposais de faire, c'est plutôt de créer des activités lucratives pour l'orphelinat. Et aussi, l'autre proposition, c'était d'amener les différents on va dire, ceux qui vivent dans l'orphelinat, les locataires, on va dire peut-être ça, de ces orphelinats-là, à apprendre un métier, surtout ceux qui sont déjà à un certain âge, ceux qui ont plus de 16 ans ou 18 ans, à apprendre un métier véritablement pour pouvoir subvenir aux besoins, soit de l'orphelinat, soit à leurs propres besoins. Et le deuxième, mon deuxième axe d'intervention, c'est plutôt au niveau du ministère des Affaires sociales. On y revient parce que c'est le travail de l'État de s'occuper de ces orphelinats-là. C'est parce qu'il y a eu un laisser-faire qu'on est arrivé, des âmes de bonne volonté ont décidé d'entrer dans le domaine de l'orphelinat. C'est qu'actuellement, on est dans une période assez sensible avec cette mise sur pied de ce fonds de solidarité. Et c'est important parce que la cible de ce fonds de solidarité-là, ce sont les orphelins, ce sont les personnes nécessiteuses et vulnérables, et ce sont les handicapés, qui sont justement la couche qui fait partie, qui sont les habitants des orphelinats. C'est important donc de leur dire, de prendre en compte ce que nous proposons ici, à savoir d'établir un véritable calendrier d'activité dans leur mise en place de ce projet-là. Il faut qu'on ait tous les axes de mise en place de ce projet-là afin qu'ils puissent justement subvenir aux besoins des enfants. Oui, monsieur Somon, rapidement, en 5 secondes. En un mot, ouais, je vais tout simplement dire que l'État actuellement doit davantage s'approprier la question à travers des forats comme celui qui s'est tenu là,
et puis qu'on fasse tout et tout pour que des orphelinats, pour sortir de cette situation, des orphelinats doivent être des cases de transit et non des cases de séjour permanent des enfants. Et si cela n'est pas fait, nous courons le risque enfin, au plan psychologique, de déstructurer certains enfants. En réalité, lorsqu'on dit à un enfant qu'il a grandi dans un orphelinat et qu'il en garde le souvenir, en fait, il y a des complexes au plan de son insertion sociale qui sont dangereux. Les orphelinats ne doivent pas être des structures où les enfants doivent connaître tout, doivent rester de façon permanente. Et l'État, en même temps qu'il organise ces orphelinats, doit prévoir des structures de relais de ces orphelinats, de façon que séjourner là-bas pendant un certain temps, l'enfant puisse être inséré dans une famille qui soit normale. Il s'agit donc de créer des familles d'accueil pour des enfants qui seraient issus de ces orphelinats et qu'ils en sortent le plus rapidement possible. Oui, maman Thérèse, à ce que dit M. Simon, c'est déjà depuis. On n'a jamais dit que l'orphelinat, c'est la demeure d'un enfant. Oui. Jamais. Oui, vous allez conclure. Et c'est pour cela que vous confondez toujours la vente des enfants. Oui. Parce que quand on met un enfant en adoption dans une famille, les gens qui lisent les enveloppes sans ouvertes disent qu'on a vendu l'enfant. Oui, madame. Et actuellement, c'est les mêmes bouches qui disent que les orphelinats ne doivent pas garder les enfants à une date limitée. Et c'est les mêmes bouches qui disent que les affaires sociales vendent les enfants. Finalement, situer les affaires sociales. Oui, alors, ce que moi j'ai dit, je vous remercie d'abord votre émission. Je ne sais pas si c'est le début ou c'est la continuité. Mais j'aimerais que ça se développe encore plus davantage. Merci. Merci beaucoup. Merci, maman Thérèse. On va faire un coucou à Maître Bondier qui nous a regardé. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour lire son message. Un coucou à Maître Bondier, un coucou aussi à Félix